Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez bien? C'est un honneur et un plaisir de vous retrouver ce soir au Mans dans cette belle salle. D'abord, je vais commencer par remercier et penser à tous les militantes et les militants qui ont fait un gros travail pour réussir cette soirée, qui ont collé, tracté, boité, qui ont préparé la salle, installé la salle. Donc merci à vous. Alors, chose plus symbolique aussi de se retrouver dans cette salle. Alors, je ne sais pas si vous le savez, salle Henri Barbin, c'est le nom d'un cheminot manceau qui fut révoqué pour son activisme en tant que syndicaliste avant de représenter en tant que député au Palais Bourbon. Alors, près de 100 ans après sa mort, son combat contre les injustices et pour les droits de nos honneurs nous engage à persévérer dans la lutte. Alors, que ce soit au tournant du XXe siècle, comme pour Henri Barbin, ou en 2022, nous défendons au final la même aspiration à la dignité face aux menaces posées par les forces néolibérales et autoritaires. Alors, mon élection, notre élection, mes camarades Jessie Corbière et Clémentine Autain, est l'expression d'une volonté populaire en faveur d'une autre politique qui redonne du revenu et des moyens aux gens contre l'inflation et pour la redistribution des richesses. Le XXe siècle, marqué par les guerres mondiales, fut aussi celui des conquis sociaux. Ainsi, les luttes pour nos droits, que ce soit dans la rue avec les syndicats ou les associations, ou au sein des institutions telles que l'Assemblée nationale, nous ont permis d'entrevoir une existence au-delà des logiques productivistes. Des congés payés, les 35 heures, le SMIC, la sécurité sociale, la retraite à 60 ans furent autant de victoires populaires. Cependant, ces droits durement conquis au terme de lutte sans relâche sont toujours mis en péril par les forces autoritaristes et néolibérales. Dans les années 80, Margaret Thatcher et Ronald Reagan portaient avec fierté la case des services publics et le démantèlement de l'État-providence. Ils furent suivis et imités avec enthousiasme par nos responsables politiques, à grands coups de réduction des effectifs à l'hôpital, dans les écoles, de privatisation à marche forcée, de mesures stigmatisant les plus vulnérables d'entre nous et de cadeaux toujours plus à ceux qui s'engraissent pour le dos du peuple. Porté par une âme de fond néolibéral autoritariste, le dernier quinquennat a été celui de l'abandon du peuple et de la trahison de nos valeurs de solidarité et d'entraide. À celles et ceux qui, dans la rue, criaient leur désespoir de pouvoir finir leur fin noire, le gouvernement a opposé la matraque des CRS, les grenades des encerclements et les bombes lacrymaux. Aux soignants, qui demandaient de pouvoir juste mener à bien leur mission dans des conditions décentes, on a opposé des fermetures de lits, des méthodes managériales brutales et la fermeture des services d'urgence. Les dernières années ont également été celles de l'inaction écologique. Chaque année, les incendies font de plus en plus de ravages. La sécheresse occasionne des fissures dans plus de 10 millions de maisons de l'Hexagone. La pollution de l'air extérieur occasionne plus de 48 000 décès prématurés par an. Pourtant, face à cette urgence climatique, le gouvernement a préféré fermer les yeux et poursuivre sa course effrénée au productivisme. Alors, le budget 2023, le grand retour de l'austérité. Alors oui, la pandémie a bouleversé l'agenda macroniste en le poussant à mettre en œuvre ce qu'ils ont nommé le « quoi qu'il en coûte ». C'est-à-dire apporter un soutien de l'État à l'économie pour lui permettre de passer ce moment exceptionnel. Alors depuis, notre ministre de l'économie, des finances et des cols roulés a déclaré « le quoi qu'il en coûte, c'est terminé ». Or, la pandémie a creusé le déficit de certains budgets. Il y avait donc un choix à faire. En profiter pour casser les conquis sociaux, comme la retraite, la sécurité sociale, ou bien aller chercher l'argent où il est, chez les profiteurs de crise. Donc sans surprise, le gouvernement fait le choix de ne pas s'attaquer aux super-profits, alors que tous nos voisins européens le font. L'Espagne, la Grèce, même au Royaume-Uni, avec M. Johnson et Sunak, qui, comme on le sait, sont des communistes notoires. Le budget 2023 est aussi le deuxième budget le plus austéritaire de l'histoire, et ce sera pire pour les prochaines années, avec un programme de 5 ans pour arriver à ce sacro-saint 3% de déficit. Donc je me rappelle qu'il ne s'agit que d'un chiffre. Ce n'est pas une mesure scientifique, comme on dit, on a 38 de fièvre, on est malade. Avec plus de 3% de déficit, le pays n'est pas malade. Cette austérité a un impact fort sur les services publics et les collectivités. Les tarifs des cantines augmentent, les classes et les piscines ne sont plus chauffées, les écoles ne seront pas ouvertes en cas de coupure d'électricité, et ça nous vivons aujourd'hui. À long terme, cela veut dire moins d'investissement dans l'énergie, dans l'éducation, les universités, la santé, les hôpitaux,
Cela va nous fragiliser en tant que nation, mais également tous personnellement dans nos vies. Il sera plus compliqué, ça l'est déjà, de se soigner, d'étudier, de changer de métier. Alors le thème de ce soir, vous connaissez que trop bien, la vie chère. Ce n'est pas qu'une formule utilisée sur les plateaux télé ou à l'Assemblée nationale. C'est devenu le quotidien de millions de Françaises et de Français depuis bien longtemps. Une étude du Secours populaire publiée début novembre tirait la sonnette d'alarme. 60% des personnes interrogées en France déclaraient ne plus savoir sur quelles dépenses faire des compromis, car elles avaient déjà réduit tout ce qui pouvait l'être. La vie chère, c'est toute une série de dilemmes et de choix impossibles. C'est d'abord le dilemme auquel se confrontaient de plus en plus de Français, comme vous dans cette salle chaque mois, se chauffer ou se nourrir. Les prix du gaz et l'électricité augmenteront 15% en 2023. Le gouvernement nous parle de la fin de l'abondance, lance une fashion week absurde en nous incitant à porter doudou de col roulé, en totale déconnexion avec la réalité. Car cela fait des années que beaucoup d'entre nous ne peuvent déjà plus se permettre d'allumer le chauffage. L'inflation et l'augmentation en flèche des prix cette année, qui n'est pas uniquement due à la guerre en Ukraine, mais surtout à la spéculation de quelques profiteurs de crise, a fait basculer de plus en plus de personnes dans la précarité. L'augmentation des prix de l'énergie, c'est non seulement des difficultés à se chauffer pour les ménages, mais aussi la mise en péril de l'action essentielle de nos collectivités locales. Comment une mairie, par exemple, telle qu'Allonne, peut-elle à la fois payer des factures qui sont multipliées par 2, 3 ou 4, et en même temps assurer les services de cantine et les autres services publics essentiels au quotidien de ses habitants? Comment garantir le droit à l'éducation alors que les coupures d'électricité pourraient forcer les écoles à fermer le matin? La vie chère, c'est aussi la flambée des prix du gasoil et de l'essence. Le 21 novembre, le prix du gasoil atteignait presque la barre des 2 € au litre. Depuis des mois, ces hausses ont contraint nombre de nos concitoyens à grignoter sur un budget déjà minimal et à renoncer à plusieurs déplacements. Dans des territoires où les transports en commun ont été délaissés depuis des décennies et où la voiture est une condition non négociable pour pouvoir travailler, faire ses courses ou voir un médecin, la hausse des prix du gasoil et de l'essence enferme et isole. Nombre d'entre vous dans cette salle, dans votre département, vivent ces difficultés au quotidien. La hausse des prix, c'est aussi un danger pour notre santé. Plus d'un tiers des Françaises et des Français ont déjà renoncé à se soigner en raison du coût de la santé, ce qui est un droit fondamental, durement conquis avec la création de la sécurité sociale, qui ne peut devenir un privilège dont les plus vulnérables d'entre nous seraient écartés. La vie chère au quotidien, c'est aussi se demander comment manger à sa faim et nourrir sa famille. Depuis le début de l'année 2022, les prix d'alimentation ont explosé, en moyenne 12%, et cela peut atteindre 32% pour les viandes surgelées ou encore 24% pour les pâtes. Cette tendance risque de s'aggraver. On nous prédit au printemps 2023 que l'inflation alimentaire pourrait atteindre une moyenne de 20%. Ainsi, le caddie se vide, la qualité des produits consommés s'amenuise, les portions diminuent, tandis que les files d'attente, elles, devant les banques alimentaires s'allongent. Entre 3,2 et 5 millions de personnes doivent ainsi se tourner vers des associations telles que le Réseau du Cœur du Secours populaire. Beaucoup d'entre nous sont contraints de sauter les repas. Fin 2021, c'était déjà 1 Français sur 5. 1 Français sur 10 dépend de l'aide alimentaire. Une personne sur 5 a froid. 12 millions de personnes sont en précarité énergétique. En Sarthe, le Secours populaire reçoit 900 personnes supplémentaires depuis le mois de septembre, de 500 enfants. La vie chère impacte aussi de plein fouet les jeunes, qui eux aussi font la queue devant les banques alimentaires. Comment peuvent-ils se concentrer et réussir leurs études quand ils doivent trouver des petits boulots pour se loger, manger, s'habiller? À l'âge des découvertes, des milliers de jeunes doivent faire des choix et sacrifier la culture, les déplacements, et ainsi limiter leur ouverture au monde. Une étudiante sur 2 doit choisir entre la nourriture ou ses protections hygiéniques. Alors, si l'on écoute le gouvernement, tout va bien. Les prix pleuvent, des boucliers tarifaires protègent les Français, les chèques énergie remplissent leur mission. Alors oui, on peut dire que c'est un petit mieux, mais c'est insuffisant et surtout inégalitaire. Monsieur Pouyanné, le PDG de Total, qui trouve exagéré qu'on lui reproche de s'être augmenté de 50%, pour passer de 4 millions à 6 millions par an, a lui aussi bénéficié de la remise de 15 centimes d'euros. L'objectif est de créer un écran de fumée pour ne pas aller chercher l'argent dans le mulet chez les profiteurs de crise. De plus, une remise à la pompe permet de vendre l'essence à un prix très élevé et faire passer la hausse de la facture par l'appauvrissement du budget d'État. Il en est de même avec les chèques énergie. La solution est le blocage des prix, que le gouvernement ne met pas en place pour protéger le profit des pétroliers. De même, les primes, elles sont à la discrétion du patron et sont exonérées des
cotisations sociales. C'est donc encore un appauvrissement de l'État pour que certains patrons se donnent bonne conscience avec nos sous. Nous proposons donc à la place la hausse des salaires. Bizarrement, tout augmente. Les prix, les bénéfices, les dividendes, mais pas les salaires. Nous proposons donc le SMIC à 1 600 € net par mois pour que tous les salaires augmentent. Le point d'indice des fonctionnaires doit également être augmenté, comme les pensions. Et cette mesure permettra de relancer la machine par la consommation populaire. Les primes de plus oublient beaucoup de monde. J'ai été moi-même contactée depuis le début de mon mandat par plusieurs professions dans plusieurs secteurs, des auxiliaires de périculture, des aides-soignants en soins intensifs, qui ne touchent pas la prime de soins critiques, alors que les infirmiers, médecins et cadres de santé qui travaillent dans le même service la touchent. Les salariés d'une association qui accompagne les personnes porteuses de handicap, la RPS, les éducateurs et les formateurs ont touché la prime Ségur, mais pas les personnels administratifs, les cuisiniers. Encore ce matin, j'étais dans un foyer d'accueil médicalisé pour adultes porteurs de troubles autistiques, et là encore, tous les professionnels ne sont pas égaux face aux primes, ce qui aggrave encore plus la difficulté de recruter dans ces secteurs. Alors, je n'aime pas trop appeler Macron et son gouvernement des libéraux ou des néolibéraux. Ça sous-entend qu'ils attacheraient une quelconque valeur à la liberté. Mais quelle liberté? La liberté que mettent en avant, c'est toujours celle des plus riches. Leur liberté d'hériter de fortune énorme, la liberté de s'enrichir en vendant des passoires thermiques dans les grandes villes, la liberté d'augmenter leur salaire sans limite, la liberté d'enrichir toujours plus ses actionnaires, la liberté de frauder, ou comme ils disent, d'optimiser pour toujours payer moins d'impôts. Ça, ce n'est pas la liberté. La liberté, la vraie, c'est nous qui l'avons conquise, et c'est nous qui la mettons en œuvre. La vraie liberté, c'est celle d'aller chez le médecin sans se demander combien cela va nous coûter. C'est de ne pas compter les centimes qui restent dans le porte-monnaie, ne pas avoir la main tremblante en allumant un radiateur pour se chauffer, ou encore ne pas se demander auquel de ses enfants pourra payer une licence sportive. La liberté, c'est de recevoir les soins dont nous avons besoin sans que l'on nous demande combien nous sommes prêts à payer, financés par les cotisations sociales. La liberté, c'est de donner à toutes et tous la possibilité d'aller à l'école, à l'université, peu importe ses moyens. C'est d'avoir des transports en commun pour ne pas être obligé de prendre sa voiture. C'est de pouvoir pratiquer une activité sportive, de pouvoir assister à des événements culturels, apprendre un instrument de musique, emprunter des livres à la bibliothèque. C'est ça la vraie liberté, la liberté collective de s'épanouir tous ensemble. La liberté collective, c'est donc celle qui met en œuvre la redistribution des richesses, avec les services publics, contre la liberté des riches, qui n'est que l'accaparement par le capital des richesses que nous produisons. La liberté, c'est celle de toutes et tous, pas uniquement celle des riches. Les plus riches, dont le gouvernement n'a jamais été autant fourni. 19 ministres millionnaires qui vous demandent de faire des efforts, de serrer la ceinture au nom de l'intérêt de la nation. Alors nous sommes proches d'un point de bascule. Celui qui verra balayer les représentants politiques du néolibéralisme et de la politique en faveur des plus riches et des actionnaires. Et ce point de bascule sera décisif, car il est essentiel que ce soit nous, les forces de l'espoir, le mouvement pour la redistribution des richesses, pour l'égalité, la fraternité, pour nos libertés qui l'emportent face à l'extrême droite, qui n'est que la roue du secours du capitalisme, et qui n'apportera rien aux travailleuses et aux travailleurs, aux classes moyennes et populaires, si ce n'est encore une version encore plus liberticide et raciste des politiques menées actuellement. L'inflation et la hausse des prix ne sont pas que des préoccupations pragmatiques. La vie chère remet en cause notre capacité à jouir de nos droits les plus fondamentaux. Elle nie l'un des fondements de notre République, c'est-à-dire notre aspiration commune à vivre dans la dignité. La situation actuelle est avant tout le résultat de choix politiques et d'orientation prises depuis des années. Résultat de politique néolibérale, des services publics, des pilotages de la solidarité nationale. La hausse des prix, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas uniquement due à la guerre en Ukraine. Avant tout, le résultat d'une spéculation sans borne par des acteurs économiques qui se croient au-dessus de tout et bénéficient de la capacité complice de la minorité au pouvoir. Pendant que les Françaises et les Français se demandent comment ils pourront boucler leur fin de mois, les profiteurs de crise remplissent allègrement leurs poches. Au troisième trimestre 2022, Total Énergie a ainsi réalisé des bénéfices de plus de 6 milliards d'euros et versé à ses actionnaires des dividendes de 2,62 milliards d'euros. Pourtant, le groupe ne va presque rien payer en France. Pour cela, Patrick Pouyanné, je reviens encore à lui, c'est un bon exemple, PDG de Total peut remercier le gouvernement et sa minorité à l'Assemblée, qui avec l'aide des députés du Rassemblement national ont bloqué la taxation sur les super-profits du CAC 40 que la France insoumise portait à l'Assemblée. Alors oui, le Rassemblement national n'a pas changé. Il est toujours raciste, comme
a trouvé l'insulte proférée à l'encontre de notre collègue Carlos Villango. Cela rappelle à ceux qui l'ont oublié que le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie sont bel et bien présents à l'extrême droite. Ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF, la taxation des super-profits, la hausse des salaires, le blocage des prix. On les entend à l'Assemblée nationale stigmatiser les demandeurs d'emploi, les syndicalistes, les réfugiés. Alors ne nous y trompons pas, et dites-le à toutes et tous, jamais l'extrême droite ne sera le camp des travailleuses et des travailleurs. Alors face à ce constat, ce que nous voulons porter, c'est un message d'espoir. Depuis juin dernier, face au projet néolibéraux autoritaire de la minorité présidentielle et de ses alliés objectifs du Rassemblement national, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous nous sommes battus et continuerons de nous battre pour le blocage des prix et le gel du prix des loyers. Nous nous battons aussi pour l'augmentation des salaires. Car si aujourd'hui tant de Françaises et de Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, c'est que leur salaire stagne depuis des années, alors que les prix ne cessent que d'augmenter, au bénéfice des profiteurs de crise. Face à la vie chère, nous avons des propositions concrètes. Camarade Alexis Corbière a ainsi porté une proposition de revalorisation du SMIC à 1 600 € net. Face à leurs propositions de prix, qui ne sont que des transports dérisoires, nous nous sommes battus pour augmenter les salaires et indexer les retraites sur l'inflation. Face à leur obsession des profits et des économies d'échelle, nous opposons la gouvernance par les besoins. Face à leur destruction des services publics, à leur individualisme forcené, nous militons pour la proximité, la solidarité, l'entraide. Pour que la vie ne se résigne plus à aller de facture en facture, de crise en crise. Pour ne plus survivre uniquement, mais vivre pleinement dans la dignité. Alors la NUPES est la première force d'opposition et de proposition. Nous avons gagné 12 milliards sur la rénovation des logements, 12 millions sur le logement en outre-mer, 700 millions pour la famille des résidents en EHPAD, le rétablissement de l'exit tax, un amendement du modèle adopté pour la taxation des bénéfices exceptionnels. La réponse du gouvernement, c'est le 49.3. Alexis reviendra sur cette problématique. Ce sont donc assis sur les travaux de l'Assemblée. Cela montre bien la dynamique autoritaire du macronisme, ce soi-disant champion de la terre et du monde libre qui ne fait rien d'autre que du Rémombard. Une politique en faveur de la rente et du capital, contre les plus jeunes d'entre nous qui ont besoin d'investissements publics et qui voient leur salaire bloqué et logements inaccessibles en raison de leur prix. Alors pour conclure, avant de laisser la parole à mes collègues, la lutte contre la vie chère est la lutte pour la liberté de tous contre celle des riches, de l'égalité entre les Françaises et les Français contre les cas de toujours plus nombreux faits aux riches, et de la fraternité, unique moyen pour permettre à tous et tous, non pas de vivre décemment, mais tout court vivre pleinement. Ne l'oubliez jamais, comme disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Bonsoir à tous. Je suis remplaçant. Et je vous apporte le salut fraternel de Aurélie Trouvé qui devait être là, et j'avais d'autres tâches en Seine-Saint-Denis. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Que je serai à la hauteur d'Aurélie, qui a joué un rôle, vous le savez, très important pendant la campagne présidentielle, et dont je suis très fier aujourd'hui de partager les bancs, tout comme avec Élise de Boucher. Ça va les amis, normalement il y a un chronomètre, donc on va dire que j'ai commencé à 19h42 et on m'a parlé 25 minutes. Je compte sur vous. Bon les amis, vous êtes venus ce soir, nombreux, pour ce meeting de la France Insoumise, qui se dit contre la vie chère, mais qui évidemment est un moment d'échange politique, ou du moins qui vous permet de voir ce que 3 parlementaires de la France Insoumise, au moment dans lequel nous sommes, peuvent dire du monde. Je vous ai vu, il y a des camarades d'expérience dans la salle. Des camarades qui ont de la bouteille, comme on dit, qui en ont vu, qui sont des militants. Moi, le message que je veux vous faire passer, c'est que j'ai la conviction que nous sommes dans un moment d'accélération de certaines choses et d'un dénouement prochain d'une crise politique dont chaque élection et chaque moment est une manifestation cliente. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et sans doute que si vous êtes venus ce soir, c'est parce que vous avez la sensation de la gravité du moment. C'est diffus, parce qu'à la fois, on voit bien que ce qu'on appelle dans notre jargon le mouvement social, les mobilisations sociales,
n'ont sans doute pas été totalement à la hauteur de ce que nous attendions dernièrement. Mais la colère qui monte dans le pays, le ras-le-bol, le désarroi n'a jamais été aussi fort. Et prend des formes en plus qui, pour nous qui sommes des militantes et des militants, ne passent pas par les formes traditionnelles telles qu'on l'a connues par le passé. Et pourtant, il y a quelque chose de sourd qui bouillonne dans les fondements de notre société. Et qui va se dénouer. Dans quelle direction? Élise l'a pointé. Je ne sais pas. Il est possible que la grande colère qui monte dans le pays se dénoue de manière xénophobe et raciste, en donnant le pouvoir à des gens qui vont faire preuve d'encore plus d'autoritarisme et qui vont diriger la colère populaire contre les étrangers, contre le maghrébin, contre le musulman, contre le soi-disant bénéficiaire du RSA qui profite. Tout ça, vous le sentez. Il n'y aura pas de stabilité politique autour de la politique économique portée par Emmanuel Macron aujourd'hui et demain peut-être par un de ses remplaçants. On le voit bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous a montré la dernière élection présidentielle? Et je veux commencer par là, puisque Élise m'a tendu la perche. Nous sommes dans un moment où un système politique permet à un homme qui réalise autour de 16%, qui rassemble 16% des électeurs inscrits au premier tour, d'aller au second tour, et sur la base d'un rejet sain, auquel nous avons participé de la candidate d'extrême droite, se retrouve élu président de la République avec 38% des électeurs inscrits. À savoir que 62% des électeurs inscrits sur les listes n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Et puis ensuite, vient des élections législatives, où à l'occasion de ces élections législatives, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le parti du président n'a même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont obtenu au premier tour les députés, ils s'appellent Renaissance aujourd'hui, Renaissance. C'est peut-être plutôt préhistoire quand je vois la politique sociale qu'ils proposent, ils ont choisi Renaissance. Ils ont obtenu 11% des électeurs inscrits au premier tour et seulement 16% au second tour. Si je vous donne ces chiffres, c'est parce qu'il faut avoir en tête qu'à l'apparence formelle de nos institutions, je ne conteste pas qu'Emmanuel Macron est le président de la République. Mais je lui dis, Monsieur le Président, vous seriez bien avisé si vous compreniez les conditions dans lesquelles vous avez été élu. Et si vous compreniez que derrière la façade d'une démocratie de basse intensité que nous propose la Ve République, il y a en vérité une profonde distance avec le peuple. Vous et moi, quand on était petits, on a appris qu'est-ce que c'est que la démocratie. C'est la loi du plus grand nombre et de la majorité. Normalement, ça passe comme ça. À 50% plus 1, eh bien, c'est la décision majoritaire qui l'emporte. Et normalement, nous acceptons cette règle. Il y a un consentement à l'autorité. Bon, mais je n'ai pas été majoritaire, mais je m'incline. Parce que j'ai défendu mes arguments, et c'est les arguments de mon adversaire qui l'ont emporté, dont acte. On n'est plus là-dedans maintenant. On est dans un océan d'abstention, et on est dans un système politique qui concentre les pouvoirs sur quelqu'un, tel que j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas de majorité, le président de la République, et qui peut nommer Premier ministre quelqu'un qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qui ne demande même pas un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et qui utilise, parmi les outils les plus antidémocratiques de la Ve République, ce qu'on appelle dans le jargon l'article 49 alinéa 3, qui permet de dire au Parlement, concernant le budget, j'en ai rien à fiche de votre avis, j'impose. J'impose une fois, j'impose deux fois, j'impose trois fois, 7 fois maintenant qu'elle impose. Vous avez tous peut-être participé à je ne sais trop quelle association, club sportif, club de philatélie, de ce que vous voulez, conseil municipal. Le budget, c'est important quand même, c'est le truc dont on discute. C'est le plus important quand on est président d'une petite association, c'est le moment où les choix qu'on fait, c'est déterminant pour la vie de la structure. Eh bien, nous sommes, nous, des députés, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui ne discutons même plus, ou du moins qui ne décidons même plus de quel est le budget. Donc je lance un appel civique et démocratique, quel que soit ce pourquoi vous allez voter. Et même si vous êtes venus ce soir en n'étant pas convaincus avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, vous êtes le bienvenu, vous la bienvenue. Mais ne laissez pas se banaliser l'idée que progressivement, nous sommes dans une vie prétendument démocratique où c'est une minorité qui détermine ce qu'est la conduite de la nation et où on ne consulte même plus ceux qui sont les représentants de la nation pour déterminer le budget. Et où on habitue progressivement par une forme parfois de discours médiatique ou de brutalité politique qu'après tout, pourquoi perdre du temps à discuter avec vous
Qui ne voit pas le discours idéologique que ça produit? Qu'est-ce que c'est que cette bande de bavards, là, ces 577 députés trop payés qui ne foutent rien? On va pas perdre du temps à les convaincre. Et Madame la Première ministre monte à la tribune en nous disant « Ne faisons plus perdre de temps, il y a autre chose à faire ». Mais comme citoyen, ce n'est pas le problème des députés. Vous devez d'ailleurs, vous le savez, si nous étions en responsabilité, avoir plus de droits de contrôle sur les députés. Mais comme citoyen, comment accepter que progressivement nous ne soyons même plus consultés pour savoir si on met des économies sur l'hôpital public, si l'on priorise ou pas l'éducation nationale, si l'on continue aujourd'hui à vouloir créer les conditions, notamment à travers une réforme des retraites, j'en dirai 2 mots, mais c'est surtout Clémentine Autain qui développera, qui vise encore plus à alourdir la peine de ceux qui travaillent. Donc il y a un problème démocratique dans ce pays. Quand je dis ça, je n'appelle pas à je ne sais trop quel coup de force contre les institutions actuelles, mais je sonne le tocsin en disant attention à ce que progressivement une politique antisociale est menée, et elle est menée, cette politique antisociale, anti-écologique, parce que progressivement des méthodes antidémocratiques se multiplient. Et que nous devons dire pas non, pas d'accord. Donc tout est lié. Et donc quand nous luttons contre le 49.3, quand nous multiplions les motions de censure, c'est pas pour nous amuser, mais pour refuser de banaliser ce coup de force contre la représentation nationale. Nous le faisons en votre nom. Et même si parfois ça prend un côté formel, même si parfois les journalistes nous disent « mais vous ne gagnerez pas, pourquoi le faites-vous » Parce que nous ne voulons pas le banaliser. Parce que c'est ça qu'ils veulent obtenir. Que progressivement, dans un jeu théâtral, elle apparaisse et qu'elle dise « allez, 49.3 » et tout le monde part en disant « bon, ben, elle a décidé 49.3 ». Non. Donc, je commençais par là en disant que ça ne peut plus durer comme ça. Ils sont minoritaires. Ce bloc autour d'Emmanuel Macron, que par le passé, pour faire simple, la droite, quoi. C'est ça aujourd'hui. Alors, j'ai vu, il y a le congrès des Républicains, ils vont choisir un nouveau président, mais on voit bien que c'est ça, ce bloc social. Ceux qui font de la sociologie politique, ce bloc élitaire, comme on dit parfois, ce bloc bourgeois, appelez-le comme vous voulez, qui fait 25, 30% peut-être, et qui n'est pas majoritaire dans le pays. Et puis il y a l'extrême droite, elle est là, puissante, elle progresse électoralement, elle progresse idéologiquement, elle progresse parce qu'elle a des outils puissants aussi de diffusion de ses idées dans la société, elle progresse aussi parce que des gens qui se disaient de gauche, pour lesquels nous avons voté, dans lesquels nous avons mis nos espoirs, n'ont pas fait les politiques qui étaient attendues. Et nous sommes là, nous, la France insoumise, la NUPES. Mais moi, à 54 ans, je vais vous le dire, j'ai une grande inquiétude pour le pays. Je pense que si vous êtes venus ce soir, c'est parce que vous la partagez avec moi. Nous sommes face à de grands événements. Pour ceux qui aiment la France dans sa conception républicaine, même si vous avez les cheveux blancs, même si vous avez donné par le passé, c'est le moment de continuer. Parce que les plus jeunes doivent venir avec nous. Parce que le peuple doit nous retrouver dans cette lutte. De retrouver le chemin de la justice et de l'égalité et du combat politique. Parce qu'ils avancent d'abord sur notre résignation et sur le dégoût qu'ils nous ont fabriqué. Alors face à ces événements, nous avons choisi le thème de la vie chère. Oh, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est parce que c'est la question qu'on voit tous. Que vous dire que vous ne savez pas sur la vie chère? Ben, la vie chère, c'est que le quotidien, tout simple, et de plus en plus, les prix ne cessent d'augmenter. On nous dit qu'il y a une inflation de près, aujourd'hui, de 6,2%. Mais ce n'est pas seulement 6,2%, le chiffre est abstrait. C'est que vous et moi, les produits que vous consommez, les produits populaires, c'est beaucoup plus important. Ceux qui travaillent avec moi me donnaient quelques chiffres. Concernant les conserves de fruits, plus 20%. Les conserves de légumes, plus 17,7% depuis un an. Les produits frais ce mois-ci, plus 17%. L'huile, plus 15%. Plus 13% pour la volaille, 11% pour le café, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement 6,2, mais il y a des produits de première nécessité qui ont beaucoup plus augmenté que ça. Et évidemment, les salaires n'ont pas suivi. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que nous avons porté comme revendication? Vous l'avez vu, Élise, Clémentine et moi. D'abord, blocage des prix des produits de première nécessité. Lesquels nous ont-ils répondu avec mort? Eh bien, discutons-en. J'en ai donné quelques-uns. Évidemment, pour ce qui est du prix du champagne, qui par ailleurs, j'ai vu, c'est assez amusant, je ne sais pas si on trouve le chiffre, augmente moins d'ailleurs
j'ai vu que les produits de luxe ils augmentent moins que les produits de première nécessité. Pour ceux qui consomment du champagne et du caviar dans la salle, bonne nouvelle. Mais en quoi est-ce compliqué de décider? C'est fait parfois dans les dom-toms, ça a été fait lorsqu'il y a eu la crise du Covid. Eh bien on décide, c'était le cas, Emmanuel Macron l'a fait, le prix du masque, paf, blocage des prix, pour pas qu'il y ait de spéculation dessus. En quoi le blocage des prix de première nécessité est-il quelque chose de baroque ou d'excessif? Ce qui est excessif, vous en conviendrez, c'est la liste que je viens de dire. Au passage d'ailleurs, en termes de mots, on nous dit les extrêmes, mais qui est extrémiste? Celui qui est extrémiste, c'est celui qui laisse augmenter ses prix. C'est pas celui qui le dénonce. Quand bien même, par mauvais goût, je le ferai en tapant du poing sur le pupitre ou en parlant fort. Mais ce qui est excessif, c'est celui qui est passif face à cette augmentation des prix. C'est ça la situation. La vie chère, c'est ça. C'est quand les salaires augmentent à peine de 3%, c'est les prix qui augmentent en moyenne de 6,2%, mais avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Face à ça, le gouvernement est resté assez passif. Et la première chose auquel nous avons participé, avec Élise, avec Clémentine, c'est ce débat au mois de juillet sur les premières mesures du gouvernement. Le gouvernement a dit, face à nos propositions, j'en fais pas la liste, si vous êtes dans la salle, vous les avez vues, augmenter les salaires, j'en dirai 2 mots, blocage des prix de première nécessité, etc. Indexation des salaires sur l'inflation, taxer les super profits, mettre en place une allocation jeunesse, etc. Le gouvernement a dit non, leur proposition c'est la prime Macron. C'est ce qu'ils ont fait adopter cet été. Ils l'ont fait adopter d'ailleurs avec l'aide du Rassemblement national. Cette prime Macron, ça n'est pas une augmentation des salaires. C'est une possibilité qui est offerte aux employeurs d'augmenter, d'offrir une prime à certains salariés. Je ne veux pas être trop technique, mais dans ce pays, il y a 25 millions de salariés. La prime Macron, depuis 2 mois qu'elle est mise en place, cette mesure qui est censée répondre à cette situation que vous vivez, elle n'a pour l'instant bénéficié sur 25 millions de salariés qu'à 700 000 personnes, 700 000 salariés, qui ont en moyenne, tant mieux pour eux, ils sont dans la salle, ils ont dû bien en profiter, 710 €. C'est pas mal. Mais 700 000 salariés sur 25 millions qui touchent une prime de 710 €, quand Macron nous a dit qu'il offrait la possibilité aux employeurs d'accorder une prime jusqu'à 6 000 €, parce que c'est ça qu'il nous a dit cet été, grâce à Macron, prime de 6 000 €, dans les faits, pour seulement 700 000 d'entre nous, ça a été 700 €. Ça n'est évidemment pas à la hauteur. Ça n'est pas ça qui est à faire. Cela fait généralement qu'aggraver des inégalités qui existent déjà. Donc ça n'est pas une réponse. Ça n'est pas la réponse globale qui est attendue. Ça n'est pas la réponse radicale dans le sens de celle qui va à la racine des problèmes qui est attendue. Parce que finalement, vu qu'Élise a été précise, je ne vais pas en dire plus. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de plus insupportable dans ce moment où on dit que la vie est chère? C'est qu'il y a dans ce pays quelque chose qui fait de nous des Françaises et des Français qui sont fiers de leur pays. C'est qu'il y a dans notre pays une profonde passion républicaine qui est la passion de l'égalité. Et ce qui rend encore plus insupportable le fait qu'aujourd'hui les milieux populaires voient leurs conditions de vie se dégrader, c'est qu'il y a une minorité de gens qui ne cessent de profiter davantage de la situation. Et c'est ça qui amène cette crise et qui l'accélère encore plus. Cette situation d'augmentation des prix, l'inflation, la vie chère, n'est pas un effet naturel comme il y a parfois la pluie ou le soleil ou je ne sais trop quoi, encore que le dérèglement climatique est de moins en moins un effet naturel, vous le savez. Mais c'est un produit politique, une construction économique, et qui doit nous amener à revenir à des fondamentaux. Vous et moi, nous serions sans doute prêts à faire des efforts si nous avions la conviction qu'il y a un ensemble de richesses qui est produite, mais on serait dans un moment difficile, on se partage, on se serre la ceinture, on fait nation, tout le monde fait un effort, allez, les braves gens, ils acceptent. Mais quand en même temps que les milieux populaires vivent la situation que je viens de décrire, on n'a jamais eu autant d'inégalités. Savez-vous qu'aujourd'hui, 5 personnes dans ce pays les plus riches possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre, soit 27 millions de gens. Incroyable. Même quand je le dis, j'en doute quasiment, tellement ça me semble incroyable. Et cela s'est encore plus aggravé depuis 5 ans que Emmanuel Macron est là. C'est ça la situation. C'est ça la réalité. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui,
les entreprises françaises du CAC 40 ont dégagé un bénéfice record de 160 milliards en 2021, alors qu'en même temps 10 millions de gens vivent sous le seuil de pauvreté, soit environ 15% de la population. Aujourd'hui, l'écart salarial entre les 10% les plus modestes et les plus aisés est passé de 2 000 euros en 5 ans à 2 500 euros. Je vous donne des chiffres, peut-être que vous ne les retiendrez pas, mais aujourd'hui, les sommes globales qui ont été reversées aux actionnaires ont grimpé depuis 10 ans de 90%. Ce que je veux illustrer là, et après tout vous êtes des militants, c'est non seulement cette situation de dégradation d'une partie de la population, mais cette accumulation de richesses de l'autre côté. C'est ça, de mon point de vue et sans doute du vôtre, qui fait que la vie chère doit être un puissant élément de mobilisation. Parce que la résignation, souvent, c'est de se dire « Ah, c'est la guerre, on n'y peut rien ». Et puis, il y a même un discours, trop souvent, qui est porté « On vit au-dessus de nos moyens, évidemment. » Alors, les plus vieux, on vous culpabilise. À votre époque, vous en avez bien profité, mais baratin, tout ça. On n'a jamais produit autant de richesses. Jamais autant. Le débat majeur reste le partage des richesses. Ça, c'est de la politique. Qu'est-ce que, comme nation, nous faisons comme choix, une fois que la richesse a été produite, par le partage? Ou est-ce que nous considérons qu'il y a une forme de justice, de loi naturelle, qui fait qu'il est logique que ceux qui sont les propriétaires des outils de production accumulent les richesses et que finalement, ceux qui sont en situation de difficulté l'ont quelque part un petit peu mérité selon une loi naturelle qui évidemment serait contraire à nos principes républicains? Il est temps de renouer avec des choses simples, puisque tant de gens dernièrement nous ont parlé jusqu'à donner un sens contraire au mot de République. Oui, la République, mais quand il y a tant d'inégalités, ça n'est plus la République. Quand 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres, je dis que ça n'est plus la République. Donc le combat que nous voulons mener avec vous, ce qu'il faut reforger dans les milieux populaires, c'est ce travail d'éducation populaire, simple, qui passe à la fois par des actions de solidarité pour ceux qui sont le plus en difficulté, mais c'est de leur démontrer sans cesse que la situation actuelle n'est pas une fatalité, qu'elle est le fruit de choix économiques, et qu'il est temps de remettre de l'ordre et de la justice dans les choix économiques qui doivent être faits. Et que cela, ça passe effectivement par le fait qu'une autre répartition des richesses soit mise en œuvre. De quoi je suis en train de parler? C'est des choses toutes simples. Une taxe sur les surprofits, on en a parlé cet été. Est-ce radical que de dire, puisqu'il y a des gens qui sont des profiteurs de crise, Total qui fait des bénéfices records, ceux qui portent des conteneurs à Marseille, qui voient en l'espace de 6 mois faire 17 milliards de profits, ce qui est inattendu, n'est-il pas le moment de leur dire tranquillement, on ne va pas vous spolier, on ne va pas tout vous prendre, mais effectivement, la nation, l'intérêt général réclame que ces richesses que vous faites de manière insolente pour des effets mécaniques, eh bien vous les mettiez dans la nation pour que nos enfants continuent à être formés, pour que nos hôpitaux soient en capacité de faire face aux difficultés. Qu'est-ce qu'il y a de spoliateur? Qu'est-ce qu'il y a de radical? Qu'est-ce qu'il y a d'extrémiste là-dedans? Rien. Je dis même que c'est extrémiste de ne rien faire et de laisser faire ça. Ce qui est extrémiste, c'est les extrémistes de l'argent. Ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer, c'est que le combat que nous avons mené est un combat d'ordre culturel, idéologique, parce qu'ils nous ont fait baisser la tête. Ils ont fini par convaincre beaucoup d'entre nous que finalement il y avait quelque chose de naturel dans ces inégalités, que ceux qui étaient si riches l'avaient mérité, et que ceux qui sont si pauvres, quelque part aussi, l'ont mérité. C'est pourquoi pas de faux débat. Il n'y a pas la gauche du travail et celle des allocations sociales. Il y a un tout. Et les aides sociales sont des acquis du mouvement ouvrier, qui ont été acquis chèrement par ceux qui ont lutté. Il ne faut pas se diviser entre nous. Ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui bénéficient d'aide sociale ne sont pas des profiteurs. Ils sont actuellement des bénéficiaires d'aide sociale pour pas totalement qu'ils chutent, parce que ça coûte cher à une société des gens qui basculent totalement dans la pauvreté. Et tout ça a été acquis par le monde du travail, par le mouvement ouvrier, par des luttes sociales. Et que ce n'est pas le moment de tout embrouiller. Oui, il faut défendre la valeur travail. Mais derrière ce charabia, disons-le simplement, comme on l'a toujours dit, il faut augmenter les salaires. Oui, il faut augmenter les salaires. Là aussi, oh là là, mais qu'est-ce que vous dites, M. Corbet, augmenter les salaires? Commençons par en vous sur les termes de responsabilité. C'est ce que nous avons proposé.
par un projet de loi, ils l'ont tous rejeté. Augmentation du SMIC à 1 600 €. 1 600 € net, ça veut dire 2 050 € brut. Pourquoi je parle du net et du brut? Parce que le brut, c'est aussi une part du salaire. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Il y a du salaire direct et du salaire indirect. C'est des cotisations que vous versez à votre caisse de retraite, que vous versez à la sécurité sociale. C'est une partie du salaire. Donc il faut augmenter les salaires. Pourquoi je fais cette parenthèse? C'est que comme commission, j'ai présenté notre proposition d'augmentation du SMIC à 1 600 € net et 2 050 € brut. Non seulement il y avait le refus des macronistes, facile, compréhensible, mais il y avait le refus de Marine Le Pen, qui a dit « Ah non, impossible, nos entreprises ne pourraient pas faire face à ça ». Qu'est-ce qu'elle propose, Marine Le Pen? Là aussi, vous ne laissez pas embrouiller et faites passer le message. C'est de dire « Je prends dans le salaire brut pour donner en salaire net ». En gros, on ne touche pas sur le salaire, mais vous allez moins cotiser à des caisses de retraite, vous allez moins cotiser à votre caisse de sécurité sociale, et puis à la fin du mois, vous avez 150 € de plus. Alors, a priori, vous dites « Ah, ben j'ai gagné !» Sauf que tu cotises moins. Sauf qu'après, quand tu vas à l'hôpital, ben, tu vas pas, le lit il est fermé, l'hôpital il est en mer. Donc tout ça, c'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Les salariés l'ont déjà, ce salaire. Ils l'ont déjà gagné. Donc ça ne touche en rien une autre répartition des richesses. Donc on peut le faire. On me dit, mais attention, il y a des TPE, PME, c'est des petites entreprises, moyennes entreprises, qui ne peuvent pas le faire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans la proposition de loi que nous faisions, il y avait une proposition d'un fonds de péréquation que les grands groupes, dans lequel les grands groupes qui font des surprofits pourraient abonder pour aider les petites et les moyennes entreprises d'augmenter le SMIC. En tout, je vous le fais à la louche, passer au SMIC à 1 600 €, ça coûterait 20 milliards d'euros. Si je vous dis 20 milliards d'euros, vous t'enlevez de votre chaise, vous direz, ah, quelle somme! Eh, 20 milliards d'euros, vous savez, chaque année, en aide publique, qui depuis maintenant 5 ans avec Emmanuel Macron est donné aux entreprises sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique, c'est 156 milliards d'euros. 156. Et là, il proposait, pour l'instant c'est bloqué, de supprimer en plus ce qu'on appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est-à-dire des cotisations auxquelles les entreprises participent au financement public, de 10 milliards en moins. Bon, ça a été bloqué momentanément, donc ça ne les gêne pas de faire en sorte que les entreprises cotisent moins de 10 milliards pour les caisses publiques. Par contre, dès qu'on leur dit qu'il faut augmenter le SMIC, ce qui serait bénéfique pour tout le monde, là, effectivement, ils trouvent des arguments pour nous dire que c'est impossible. Alors que c'est possible. Évidemment, qu'est-ce que ça aurait de vertueux selon le SMIC? C'est une discussion sur les grilles salariales qui est reprise pour tout le monde. Évidemment que c'est un effet domino. C'est pas seulement les SMICards qui vont augmenter, c'est tous ceux qui sont au-dessus. Mais tout ça, ça fait du bien. Puisqu'on nous dit, ah, vous allez vous en prendre aux TPE, PME, les petits commerçants. J'affirme ici, de quoi ont besoin les petits commerçants? De la consommation populaire. De quoi il a besoin le coiffeur? De quoi il a besoin l'épicier? Que vous ayez 150 € de plus. Les marchands de jouets, là, à Noël, si vous avez un petit peu d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Acheter des cadeaux pour les gamins ou les petits-enfants. Vous n'allez pas les placer je ne sais trop où. Donc, l'économie, c'est de la tuyauterie, si je puis me permettre. Quand vous relancez, quand vous augmentez les salaires, vous réactivez la consommation populaire. C'est pas anti-économique, c'est l'inverse, ça fait du bien à tout le monde. Si vous augmentez les petits salaires, les moyens salaires, évidemment, c'est tout le tissu local qui va en profiter. Vous allez faire peut-être des petits travaux à la maison qui étaient prévus, etc., et que vous ne faisiez pas en raison du problème des salaires. Bref, j'avance pour vous dire d'autres choses sont possibles. Lutter contre la vie chère, c'est bloquer les prix des produits de première nécessité, c'est augmenter les salaires, c'est s'en prendre aux injustices, c'est avancer sur le terrain de l'égalité, c'est de mener la bataille idéologique et culturelle, de leur dire que la République n'a de sens que si c'est une République sociale. Et je le dis, je fais le malin au passage, au Mans, vu qu'il y a mon ami Éric Jamet au fond de la salle, où j'ai toujours à cœur de dire qu'au Mans, vous avez le célèbre René Levasseur, député de la Convention, grande figure montagnarde. Aujourd'hui, il a droit au boulevard. J'ai lu qu'il avait une magnifique statue qui était devant la préfecture et qui a été sous Vichy fondue. Ah oui, vous allez louper au Mans la statue de René Levasseur, beau personnage, député qui portait la question sociale, et qui en plus, c'est pour ça qu'on l'évoque, et je crois que Mélenchon est venu, et il y avait Élise et tout ça, qui est celui qui, le 4 février 1794, prendra la parole et participera même à la petite résolution qui abolira l'esclavage. C'est un Mansois, René Levasseur, soyez fiers de lui. Et pourquoi je vote René Levasseur? C'est qu'est-ce que nous dit René Levasseur? C'est qu'il ne suffit pas de dire le 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit pour que ce soit le cas.
Parce que ça a été évoqué, proclamé dans cette magnifique déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 89. Mais il faut attendre 1794 pour que ce qui est proclamé devienne une réalité pour les esclaves. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que nous sommes dans un pays, puisque j'ai beaucoup parlé de République, où il y a des droits qui sont écrits sur nos bâtiments, liberté, égalité, fraternité. Mais il ne suffit pas qu'ils soient écrits, il faut qu'ils rentrent en application concrètement. Et d'être républicain, c'est pas seulement se gorger de mots qui n'ont aucune réalité pratique. C'est dire, puisque c'est ça qui nous fonde, puisque c'est la justice, l'égalité, eh bien faisons-le, quitte à prendre aux plus riches, quitte à remettre en cause un ordre injuste. Soyons républicains vraiment. Et tout ça n'a rien d'excessif ni de radical. Alors je vais vers ma conclusion. Pourquoi j'ai répété plusieurs fois excessif et radical? Parce que je suis au monde et que peut-être dans la salle, il y a des proches ou des amis, que sais-je, de M. Stéphane Le Foll. C'est que je veux dire simplement et fraternellement. Premièrement, s'il y a des camarades dans la salle qui sont plutôt communistes, socialistes, écologiques, ça me fait très plaisir et que je pense que l'heure est aussi au débat entre nous, à la fraternité et à l'unité d'action. Et que ce soir, c'est un meeting évidemment de la France insoumise. Mais il y a la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et que dans ce moment de doute, dans ce moment de grande inquiétude où il est possible même que demain l'extrême droite prenne le pouvoir, l'unité de ce qu'on appelle le camp populaire, le bloc populaire, la gauche, appelez-le comme vous voulez, est nécessaire, est indispensable. Alors c'est pas parfait, cette NUPES. Plein de choses auraient pu avoir lieu différemment. Mais je ne comprends pas, ou du moins, j'en vois tellement, comment dire, des ressorts négatifs que ça m'attriste. Pour quelle raison, notamment, le maire de cette ville passe son temps à tirer dans le dos de la NUPES? Pourquoi? Pourquoi? Dans quelle fin? Dans quel but? C'est pas le sujet. Je crois pas. Je connais pas bien le monde, mais je pense que les gens qui l'ont élu à la mairie ne sont pas des gens de droite. L'ont fait pour des tas de raisons par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la discussion. Sans doute pas avec M. Le Foll, c'est pas le sujet, mais avec ceux qui peuvent être influencés par lui. Il faut arrêter toutes ces divisions inutiles. Un de mes collaborateurs, regardez sur le compte Twitter de Stéphane Le Foll, il a envoyé plus de 100 tweets pour taper sur la NUPES, et seulement 4 contre Emmanuel Macron. Vous savez, les tweets, c'est des trucs des réseaux sociaux, là. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitter. Mais... il passe son temps à nous critiquer. Alors que s'il m'écoute, et si certains m'écoutent, même si vous n'êtes pas totalement d'accord sur les conditions dans lesquelles cette NUPES est née, et pourtant elle était nécessaire, l'heure est à l'unité d'action contre la remise en cause de la retraite, telle qu'ils veulent le faire. Tout notre camp, tous ceux qui sont du côté du peuple doivent se rassembler. Et malheur aux diviseurs, malheur à ceux qui coupent les cheveux en quatre pour je ne sais trop quel but. Dans ce contexte terrible, et c'est Clémentine Autain qui va vous le raconter, non seulement les prix ne cessent d'augmenter, non seulement les salaires ne suivent pas, non seulement on vous annonce peut-être qu'en février on va vous couper l'électricité, non seulement on vous dit mettez le masque parce que le problème c'est que si vous allez à l'hôpital, les lits continuent à être fermés. Mais en plus, ce qu'ils veulent faire, c'est faire travailler plus longtemps, porter l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, ce qui signifie concrètement, ou à l'heure où une majorité de salariés a perdu son emploi ou est à l'invalidité à partir de 55 ans, que personne n'arrivera jusqu'à 65 ans, et que mécaniquement ça va faire baisser les pensions, et que nous allons avoir en plus des retraités pauvres. Donc c'est le combat central, et je vous le dis avec toute la passion qui peut être la mienne, la mère de toutes les batailles. Il est temps que ce pays se lève, comme il l'a fait dans les grands moments de son histoire, qu'il fasse preuve de dignité et de courage, qu'il entende le signal de ceux qui l'appellent au combat, tel que vont le faire les confédérations syndicales, tel que vont le faire tous les partis politiques qui composent la NUPES, tel que je le fais aujourd'hui comme député de la France Insoumise, au mois de janvier, au mois de février, dans la rue, partout. Et si on ne peut plus marcher parce qu'on est trop fatigué, on fait passer le message aux voisins, on encourage à la lutte. Il va falloir se mobiliser pour qu'on soit fort à l'Assemblée nationale. Pour que ce pays entier dise non à un recul social. On n'accepte pas de faire travailler plus longtemps. On ne veut pas faire des économies sur la retraite. Parce que j'ai dénoncé la vie chère. Et pour conclure, la vie nous est chère aussi. La vraie vie. Et elle a même un prix, en vérité, inatteignable. Il y a quelque chose qu'avec tout l'or du monde on n'achète pas. C'est des petites années, après 42 ans de travail. Savez-vous aujourd'hui la différence terrible qu'il y a entre les plus fortunés et les plus modestes?
À 62 ans, 25% des plus modestes sont déjà morts, 5% seulement des plus riches. Là, on ne joue plus, hein. On touche le fond. Pour avoir le droit, après une vie de labeur, de profiter en faisant du bénévolat pour animer le club sportif, en profitant pour aller garder les petits-enfants pendant que les enfants vont travailler, en profitant bon sang un peu de la vie. Ce temps est précieux, celui de la retraite. Et ils veulent nous le voler encore plus. C'est le sens de la réunion d'aujourd'hui, les amis. Contre la vie chère, pour la dignité, pour la République sociale et contre leur future réforme des retraites. C'est votre tour, c'est notre tour. Merci d'avoir écouté. Bonsoir. Avec le micro dans la main. Ravi d'être avec vous ce soir pour ce meeting de la France Insoumise sur la vie chère avec mes camarades, avec Alexis Corbière, avec qui j'ai partagé beaucoup de batailles, et notamment la précédente mandature où nous étions 17 et où nous avons pris l'habitude de travailler ensemble, et un immense plaisir d'être ici chez Élise Boucher, chez vous tous, dans la circonscription d'Élise. Et je voudrais, à travers elle, saluer tous ces nouveaux députés, qui fait que notre groupe est passé de 17 à 75 députés. Ça change d'ambiance. Et je crois que ça s'entend à l'Assemblée nationale, et que la Macronie, qui était déjà habituée à entendre le son de notre voix et notre impertinence et notre insolence et notre insoumission, en prend aujourd'hui davantage pour son grade, parce que nous sommes 75. Et je me permets aussi de dire un mot, parce qu'on a une mandature qui est tout à fait singulière par rapport à la précédente, c'est que la majorité n'est pas majoritaire. Et comme elle n'est pas majoritaire, on est dans la possibilité à chaque instant de pouvoir décrocher un certain nombre d'amendements. Et ce qui implique une discipline de groupe qui n'était pas exactement celle que nous avions au précédent mandat. Et donc, l'ensemble des députés ne sont peut-être pas aussi présents dans leur circonscription qu'on pouvait l'être auparavant, ou qu'on avait l'habitude de l'être. C'est que nous menons la bataille pied à pied, et que chaque voix compte, et on essaye de faire ce travail de façon sérieuse, même si on a vu à quel point ça pouvait être laminé par les 49.3, pour la bonne et simple raison que dans tout le débat budgétaire, pied à pied, on avait réussi à gagner des choses importantes. On avait gagné, par exemple, tellement de choses, 12 millions pour la rénovation thermique, terminée. On a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné beaucoup de choses. On avait gagné aussi la fin de une fiscalité nouvelle, je perds mes mots là ce soir, une fiscalité nouvelle pour les résidents des EHPAD, des exonérations, ça a été aussi laminé. Et donc, c'est important de pouvoir les gagner, de continuer à les gagner et de faire la démonstration que nous sommes capables d'être constructifs, d'aller chercher les majorités, et qu'en réalité, on est face à un gouvernement qui est un gouvernement brutal, et qui, à coup de 49.3, dénie totalement toute forme de compromis et dénie la majorité parlementaire qui peut se dégager sur un certain nombre de sujets très importants. On avait aussi gagné des choses sur les budgets pour les collectivités locales. Ça a été ramassé. On avait gagné aussi, ça y est, tout me revient, sur l'exit tax, balayé. Un certain nombre de choses qui pouvaient permettre d'avancer, de faire progresser la société, et la Macronie en a rien à faire. Et Elisabeth Borne vient à chaque fois pour les 49.3, parce qu'à chaque fois nous leur mettons une motion de censure pour ne pas banaliser le 49.3, et elle arrive et tel un moulinet, ça fait le 7e, on a le 7e vendredi, tel un moulinet, elle nous explique: non, mais cette mandature n'est pas comme la précédente, il faut être capable de consensus et de compromis, et en réalité de compromis il n'y a strictement rien, puisque à chaque fois c'est circulé, il n'y a rien à voir, et elle impose, voilà. Donc on a ce meeting sur la vie chère, et j'avais envie de prendre les choses dans l'autre sens, qui est en fait le même sens, mais vous allez comprendre, c'est de vous parler de la chère vie. Et de la chère vie, pour moi, elle commence par cette attaque terrible que veut encore nous faire ce gouvernement sur les retraites. Je crois que si elle touche à ce point les Français,
Et vous le savez, on est prêt maintenant, on est entre 70 et 80% des Français qui sont opposés à tout allongement de la durée au travail. Eh bien, ça touche les Français parce qu'on sent bien qu'on est là dans une forme de régression insupportable et qu'on n'en peut plus en fait. Qu'on se dit déjà on a l'inflation, déjà on a la dureté de la vie, des loyers qui sont chers, une perte de sens au travail, des conditions de travail qui sont durcies, la précarité à tous les étages, mais même ce qu'on a en termes de droits, même ça, ils veulent nous l'attraper. Même ces meilleures années à la retraite, on va devoir cotiser pour ça, et ça c'est insupportable, absolument insupportable. Et ils nous disent que c'est une réforme, et je crois qu'il faut aussi là faire attention au terme, ce n'est pas une réforme, c'est une contre-réforme, parce que le mot réforme, il signifie précisément d'améliorer. Une réforme, c'est quelque chose qui améliore les conditions de vie. Ce n'est pas une réforme qui va améliorer les conditions de vie que d'allonger l'âge de départ à la retraite, c'est tout l'inverse, c'est une immense régression sociale, donc je vous propose qu'on continue, non pas de parler de réforme, mais de contre-réforme. Et on a eu toute une litanie de réformes, moi j'ai commencé à militer déjà dans les années 90, on était déjà dans la rue pour défendre nos retraites, vous vous en souvenez peut-être, c'était sous Juppé, et on a eu ce grand mouvement social de novembre-décembre 95, et on a réussi quand même à les faire calmer. Bon, mais il n'empêche que progressivement, on a eu toute une série de lois qui ont détricoté les conquêtes sociales que nous avions arrachées en matière de retraite. Et la dernière en date de régression, vous vous en souvenez peut-être, puisque là on était, nous les 17 à batailler, à l'Assemblée nationale, sous la Macronie, sous le dernier mandat, où ils voulaient nous faire, vous vous souvenez, la retraite par points, une espèce d'usine à gaz absolument, que eux-mêmes ne maîtrisaient pas, parce que quand on leur a mis 17 000 amendements, ils sont devenus complètement fous. Il y avait je ne sais combien de titres dans vous savez, les lois, il y a des grosses lois comme ça, alors titre 1, je crois qu'il y en avait 5 ou 6, et le titre 1, on n'a jamais réussi à dépasser le titre 1, tellement on leur a mis la misère. Et il y avait le titre, je me souviens de M. Turquois, je revois encore sa tête, si un jour vous voyez à la télé, et M. Turquois qui était là juste pour le titre 1, qui était un petit titre avec quelques principes, mais en fait on ne l'a pas lâché sur tout, il n'arrivait jamais à répondre à nos questions, et il avait la tête, je pense, complètement... Et donc on tenait, on a tenu dans l'hémicycle, et il y a eu la mobilisation sociale, et à la fin, on a réussi à faire en sorte, tous ensemble, que cette loi soit retirée. Il faut dire la vérité, elle a aussi été retirée parce qu'il y a eu le Covid. Donc on a été sauvés à un moment donné par, c'est la vérité, le fait que nous on est tiré, et hop, on a eu le Covid, et donc, ouf, la loi n'est pas facile. C'est pas mal. Elle aurait passé. Ça, c'était la dernière usine à gaz qu'ils avaient trouvée, et qui, en réalité, avait un objectif, c'était de faire avancer la retraite par capitalisation. C'est-à-dire que derrière la retraite à points, leur idée géniale, c'était de permettre en fait, de privatiser le système de retraite et de casser notre système par répartition. Et donc là, ils reviennent, et vous les entendez matin, midi et soir, parce que comme ils ne vont pas de main morte, Elisabeth Borne a donné un grand entretien dans le Parisien il y a quelques jours, vous les entendez sur toutes les ondes, et alors ils ont une espèce de leitmotiv qui est assez intéressant sur le recul de l'âge de départ, qui est en fait imposé de façon totalement dogmatique pour remplir les caisses qui sont vidées par les aides aux entreprises du CAC 40 et par toutes les restrictions qu'ils ont fait pour les hyper riches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez par milliard de l'argent, Alexis parlait des 156 milliards, retenez ça, enfin c'est fou, 156 milliards d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie sociale ni environnementale. C'est complètement dingue. Mais après, même toute une série de milliards, vous savez que quand ils suppriment l'ISF, c'est 1,7 milliard. Allez hop, au revoir. Donc toutes ces manières qu'ils ont de redistribuer de l'argent, de faire ruisseler l'argent vers les plus riches, et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des gens qui payent. Et donc le gouvernement veut faire payer aux premiers de corvée leurs choix, qui sont des choix néolibéraux, de gaver les hyper riches. C'est juste ça, l'histoire n'allait pas chercher plus loin. Alors ils argumentent. Et le premier argument qu'on entend matin, midi et soir, c'est le système court à sa perte. Ça, vous n'avez pas pu y échapper. Mais si on fait ça, vous ne vous rendez pas compte, puis alors les chiffres varient, mais enfin en gros, c'est des trucs complètement astronomiques. J'ai entendu Elisabeth Borne nous dire qu'il y aurait 80 milliards de déficit
si on n'était pas, si vous n'avez pas entendu Shiva, 80 milliards de déficit si on n'était pas capable de modifier et de travailler plus longtemps, parce que c'est ça qui allait permettre au système de perdurer. Donc maintenant, avant ils voulaient casser le système par répartition, maintenant ils racontent qu'ils veulent sauver le système par répartition en nous faisant travailler plus longtemps. Je vous dis la réalité qui n'est pas simplement celle que nous vous disons, la France Insoumise, comme mouvement politique. Je vous donne les chiffres qui sont ceux du corps. Le corps, c'est vraiment l'organisme qui travaille sur les retraites, très officiel, c'est pas une fanzine gauchiste. Hein. Le corps a évalué. Alors après, c'est des évaluations, mais qui sont des évaluations très sérieuses. Et en réalité, le manque à gagner sur les années qui viennent, il serait de l'ordre de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sur un ensemble qui est de 340 milliards d'euros de prestations qui sont données pour les retraites. 10 milliards, 340 milliards. Et si on se projette un petit peu plus longtemps, on sait qu'en 2040, le système redevient excédentaire. Voilà. Et que même les 10 milliards, on les projette en imaginant qu'on n'est pas capable d'augmenter les salaires, qu'on n'est pas capable, parce que si on augmente les salaires, on a bien compris qu'on augmente les cotisations, donc on met de l'argent dans les caisses, qu'on n'est pas capable de faire le plein emploi, évidemment, parce que plus vous avez de chômage, moins vous avez de gens qui cotisent, mais si on lutte contre, on fait reculer le chômage, on fait là aussi rentrer de l'argent dans les caisses, donc indépendamment de tout ça, il ne manquerait que 10 milliards d'euros, et un équilibre en 2040. Donc, ces projections, elles partent du principe que le chômage de masse va rester structurel, et on est bien dans cette logique-là, mais cette logique-là nous fait dire qu'il n'y a que de 10 milliards de trous. 10 milliards de trous, c'est peanuts. Donc, expliquer qu'on va devoir travailler jusqu'à 65 ans, et en réalité bien plus, hein, parce que si l'âge légal c'est 64 ou 65, ça veut dire que dans la réalité, on va être sur une moyenne qui est plutôt de l'ordre de 67 ans, ce qui est absolument considérable, ce qui est fou. Une pure folie. Et on va le faire parce que ce sont les exonérations de cotisations sociales. Il y a 5,5 milliards en moins pour les retraites avec les exonérations de cotisations sociales qu'ils passent leur temps à nous faire. Et parce qu'il y a des bas salaires, parce qu'il y a de la précarité, et que tout ça, ça pèse, évidemment, ça pèse sur le régime de retraite en termes de recettes. Au nom de tout ça, on va nous mettre à terre ce système-là. Ça, c'est leur premier argument, et qui est un argument qui est faux, et donc il faut le dire et le redire. Non, le système ne court absolument pas à sa perte d'un point de vue financier, c'est totalement faux. Deuxième argument, qu'on entend tout le temps, et ça c'est Macron qui passe notamment sa vie à le dire, c'est on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Hein, c'est le bon sens près de chez vous. Alors le bon sens, c'est typiquement la valeur de droite. Hein. Le bon sens, c'est le sens commun, donc c'est le truc qu'on ne réfléchit pas, c'est ce qui est l'ordre existant. Vous voyez, vous le répétez, et ça c'est le bon sens, et donc on vit plus longtemps, on doit travailler. Ben non, ça c'est pas le progrès. C'est absolument pas le progrès. Le progrès, c'est d'essayer d'avoir toujours plus de temps pour soi et d'essayer de démarchandiser un maximum le travail. Alexis le disait tout à l'heure, quand on est à la retraite, on ne fait pas rien pour la société. Les retraités, ils gardent des petits-enfants, ils s'investissent dans la vie associative, ils font plein de choses, mais ils ne sont pas dans le cadre du travail marchand. D'accord ? Et donc, nous, en tout cas, tel qu'on voit le progrès, c'est l'idée de diminuer la part du travail qui sera du travail marchandisé et de pouvoir profiter des meilleures années à la retraite. Et donc, le progrès, c'est certainement pas faire travailler des gens qui sont des gens usés. Et ce que le gouvernement ne voit pas, mais je me dis, quand on voit leur CV et les gens avec qui ils sont et ce qu'ils ont dans le cerveau, je me dis, en fait, ils ne le voient pas. Parce qu'ils voient les gens autour d'eux. C'est sûr qu'un éditorialiste peut travailler, on le voit, jusqu'à 75 ans, il n'est pas très usé, même jusqu'à 80, pas forcément très usé. Mais il y a plein de gens où c'est pas possible, et c'est la majorité de la population qui fait un travail qui a des dimensions répétitives, des dimensions physiques usantes. Je vous donne 2 chiffres qui, moi, m'ont énormément marqué, mais on a 1 million de salariés qui répètent le même geste à une cadence élevée 20 heures par semaine. Le même geste 20 heures par semaine. Donc quand vous l'avez fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il y a un moment donné, c'est plus possible. Vous êtes physiquement plus en état. On a 2 millions de personnes qui portent des charges lourdes 10 heures par mois. Ça, c'est pareil. Vous pouvez le faire un mois, mais quand vous avez 60, 61, 62, vous n'en pouvez plus.
Mais même pour prendre des métiers plus basiques, quand vous êtes professeur des écoles en maternelle, le bruit, je veux dire, on le sait, le bruit, le fait de se baisser, il y a quelque chose qui est aussi physique, une forme de répétition, même si c'est pas que répétitif d'être prof, mais il y a aussi une dimension répétitive. Mais à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc les gens, ils craquent, les gens, ils arrêtent. Ils arrêtent et ils n'ont donc pas leur retraite pleine, puisqu'ils n'ont pas leurs années suffisantes. Donc plus vous élevez le temps, plus vous avez évidemment de chances que les gens partent en ayant des carrières qui sont des carrières qui ne sont absolument pas complètes. Et tout un ensemble de facteurs, on sait que l'espérance de vie en bonne santé est très, très inégalitaire. Et c'est ça qu'ils ne voient pas. C'est ça qu'ils ne voient pas. L'écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, en matière d'espérance de vie tout court, c'est 13 ans pour les hommes et c'est 8 ans pour les femmes. Vous vous rendez compte? 13 ans pour les hommes, d'écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 66 ans pour les femmes et de 64 ans et demi pour les hommes. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement si vous travaillez jusqu'à 65 ans? Ça veut dire que d'abord il y a des parties qui sont déjà mortes, ils n'auront même pas pu profiter, mais ça veut dire que vous partez à la retraite, à un moment donné, vous n'allez pas profiter des meilleures années, c'est-à-dire celles où vous êtes en bonne santé. Et ça, c'est tout simplement inadmissible, et ça se traduit concrètement par le fait qu'un départ à 65 ans, c'est 32% de pauvres et 6% de riches qui ne profiteront pas de leur retraite. Vous voyez l'écart, l'inégalité, elle est tout à fait terrifiante. Par ailleurs, on vous dit aussi souvent, mais non, mais il faut les faire travailler plus longtemps parce qu'il y a un problème d'emploi des seniors, alors comme ça va booster l'emploi des seniors. Alors ça, c'est complètement délirant. Borne a dit ça. Non, mais on marche sur la tête. Hein. En réalité, les seniors sont hyper au chômage, mais hyper au chômage. Hein. La moitié est sans emploi à 60 ans. Vous avez 1 sur 2 à 60 ans n'a pas d'emploi. Et plus on retarde, plus grave c'est, parce qu'à 62 ans, il n'y en a que 20% qui sont dans l'emploi. Alors quand ils ne sont pas dans l'emploi, ils sont où? Quand ils ne sont pas dans l'emploi, ça veut dire qu'ils sont au chômage, ou alors qu'ils n'ont plus droit au chômage. Donc en fait, y compris qu'ils coûtent de l'argent. Donc si vous prolongez jusqu'à 65 ans, ne croyez pas que ce qu'on va gagner, l'économie qu'on va faire sur les prestations retraite, on va les retrouver à un autre bout, on va les retrouver sur l'assurance chômage, le RSA. Donc en fait, l'économie que vous faites d'un côté, vous faites le trou de l'autre côté, avec des gens qui sont malheureux au milieu. Donc tout ça n'a absolument aucun sens. Dernier argument qu'il vous donne, c'est « Ah oui, mais alors grâce à ça, ça va être formidable, parce qu'on va pouvoir faire la retraite à 1 100 €. » Vous avez entendu ça? Ça va être super, parce qu'on va avoir la retraite à 1 100 €. Alors complétez bien à chaque fois qu'on parle de ça, c'est 1 100 € pour une retraite complète. 1 100 € pour une retraite complète. Alors la retraite complète, déjà vous avez les 3/4 des femmes, pas de retraite complète. Donc dans les inégalités, il y a cette inégalité homme-femme considérable devant la retraite. Donc plus vous faites un système comme ça, plus vous allez pénaliser la retraite des femmes et les appauvrir. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que le 1 100 €, il vous place en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'il faudra avoir toute sa carrière complète pour arriver à une retraite qui vous place en dessous du seuil de pauvreté. Eh bien, tout ça, c'est inacceptable. Et nous disons... Et le mot d'ordre, il est clair. Pas une retraite en dessous du seuil de pauvreté. La retraite à 60 ans comme norme, et les 40 €, et les 40 €, et les 40 annuités, et les 40 annuités indispensables parce que le temps, la durée des annuités, c'est au moins aussi important que l'âge auquel vous pouvez partir. Parce que si vous pouvez partir à 60 ans mais qu'il faut faire 45 annuités, bah, au final vous ne partez pas. D'accord? Donc la retraite à 60 ans, 40 annuités, et pas une retraite en moins. Ça, c'est leur monde. Et c'est un monde dans lequel la vie n'a pas beaucoup de place. Hein. La vie du grand nombre, la vie des premiers de corvée a quand même vraiment pas beaucoup de place. Et c'est la norme comptable qui domine. C'est vraiment ça. Maintenant qu'ils ont donné plein de pognon aux riches, ils cherchent à savoir comment ils vont le récupérer, qui est-ce qui doit trimer. Ce sont les premiers de corvée et les premières, parce que dans les premiers de corvée, les premières sont ça. Et puis il y a l'idée que ça va ruisseler, hein, une espèce de monde à l'envers, je ne sais pas comment, mais en fait ça ruisselle du bas vers le haut.
c'est la folie de leur truc, avec des politiques néolibérales qui tournent le dos complètement à cet idéal de progrès. Et qui ne permettent pas, et c'est le deuxième point que je vais aborder sur la question de la vie, qui ne permettent pas de résoudre le défi climatique. Or, puisqu'on parle de la vie, il faut quand même se rendre compte que pour qu'il y ait une vie humaine sur la Terre, il faut qu'on ait une planète qui tienne la mer, qui tienne debout, qui ne soit pas bousillée comme elle l'est aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Or, la bataille climatique, elle ne peut se gagner que si on la combine à celle des inégalités. Il n'y a pas de solution si elle n'est pas combinée avec celle des inégalités. C'est un combat contre les inégalités. Je m'explique. Il y a d'abord une raison qui est une raison moralement juste. Moralement juste parce que, vous le savez sans doute, mais les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est comme ça. Et que les 1% émettent plus de carbone que la moitié la plus pauvre. Les 1% émettent plus de carbone, rendez compte que la moitié de la population, enfin la moitié qui est la plus pauvre. Et donc, les plus riches polluent infiniment plus que les pauvres, et pourtant, ce sont les pauvres qui subissent davantage tous les méfaits engendrés par le réchauffement climatique et tous les désordres environnementaux. Donc ça, c'est une raison morale pour laquelle. Mais il y a une deuxième raison. C'est que vous ne croyez quand même pas qu'on va réussir à changer le modèle de développement, ce qui est indispensable pour résoudre la crise climatique, si on n'a pas une écologie populaire, et donc une écologie qui est partagée par le grand nombre. Et pour qu'elle soit partagée par le grand nombre, il faut s'attaquer à ces inégalités, et ce d'autant que l'inégalité, c'est le moteur de la croissance. Pourquoi l'inégalité, c'est le moteur de la croissance? C'est que vous avez un phénomène qu'on a bien identifié maintenant depuis un moment, qui est que le système consumériste, il fonctionne sur le fait que vous voulez toujours plus, que vous pensez qu'en ayant plus, vous allez avoir mieux, et que vous voulez ce qu'il y a au-dessus. Il y a une espèce de système où, voilà, ce qu'on veut, c'est avoir ce que l'autre a et être dans la catégorie du dessus. Hein, c'est ça le moteur. Donc vous voulez toujours plus. Puis quand vous avez un truc, il est obsolète, il faut le nouveau truc moderne, on le sait avec le iPhone, on le sait avec la voiture, qu'on veut la voiture plus grosse, qu'on veut, vous voyez ce que je veux dire, qu'on veut une marque encore plus identifiante, qu'on veut être en fait dans la classe sociale qui est la classe sociale suivante. Et ça, c'est un moteur considérable. Parce que ce moteur-là, c'est celui qui fait que vous avez envie d'acheter, que vous avez envie de gagner plus, que vous avez, vous voyez, donc ce moteur-là est le moteur de cette croissance qui est une croissance complètement délirante. Et j'ajoute un fait tout à fait fondamental, c'est que en fait, le capital pour s'accroître, le capitalisme qui marche, il y a une logique de profit. Comment est-ce que ceux qui détiennent le capital peuvent avoir du profit? Il y a deux leviers. Le premier levier pour s'accroître, c'est diminuer la part des salaires. Donc ça, vous voyez bien, on est au courant, ils n'arrêtent pas de le faire. Donc vous avez plus d'argent dans les poches des détenteurs du capital, ça veut dire les dividendes qui ont explosé. Vous savez qu'en un an, ils ont explosé de 300%. C'est complètement lunaire, complètement fou. 300% d'augmentation des profits. Donc voilà, plus d'argent dans la poche des actionnaires. Et de l'autre côté, moins d'argent pour le travail. Donc cette distorsion, vous voyez, entre le capital et le travail, qui fait qu'on prend dans la poche des salariés pour la mettre dans la poche des actionnaires. Mais vous avez un deuxième levier. Et ce deuxième levier, c'est celui de la consommation. C'est vous faire consommer toujours plus, avec des objets qui ont une durée toujours moins grande. Et puisque vous consommez, vous faites tourner la machine, la machine à produire, et donc la machine a dégagé du profit. Donc en fait, ça se tient. C'est-à-dire que les deux se tiennent. C'est ça que je veux vous dire. Et donc il n'y a pas de résolution du problème climatique si on ne s'attaque pas à la logique du profit et aux inégalités qui en découlent. Et donc il faut désigner l'adversaire. Et l'adversaire, c'est l'oligarchie. Et cette oligarchie, contrairement à ce que disait un socialiste qui a fait beaucoup de mal dans notre pays, eh bien l'oligarchie, elle a des noms et elle a des visages. Ça c'est clair. C'est clair qu'elle a des noms et qu'elle a des villages et que c'est leur vie luxueuse qui fait qu'il y a une exploitation des travailleurs, de milliards d'êtres humains et une exploitation de la nature. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Or, nous avons 25 ans. 25 ans, tout le monde le dit, tous les experts, les rapports du GIEC, etc., c'est 25 ans. 25 ans pour essayer de changer de trajectoire, et il faut qu'en 2050, on soit sur une totale autre trajectoire en termes de modèle de développement. Et donc, pour y arriver, il faut un changement de cap qui soit profond, et il faut éroder les bases du capitalisme, parce qu'il faut prendre le mal à la racine. Vous savez que la radicalité, ça ne veut pas, c'est prendre le mal à la
On a eu une petite fenêtre d'Overton. La petite fenêtre d'Overton, c'est sur la planification, qui était un mot tout à fait banni. Même moi, j'étais pas méga fan au début quand on a commencé à parler de planification. Mais le mot planification, qui avait mauvaise presse en raison des expériences de type soviétique, mais qui en réalité n'avait pas été utilisé que là. La logique du plan, c'est quelque chose qu'on a bien connu en France, notamment pour reconstruire notre pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée de planifier, c'est d'organiser dans le temps, d'anticiper, d'organiser cette transition. Il n'y a pas d'autre solution que cette planification. Et donc il faut avancer vers cette planification. Et avoir en tête que les solutions techniques, en fait on les a. En fait, on les a parce que dans les grands problèmes que nous traversons, auxquels nous sommes confrontés, on sait comment il faut faire. On sait comment construire des trains. On sait comment faire de la rénovation thermique. On sait comment aménager les villes pour arrêter un immense gaspillage par l'étalement urbain. On sait le faire. On sait faire du bio. On sait techniquement le faire. On sait construire des éoliennes, plein de solutions qui sont des énergies renouvelables. Donc le problème n'est pas un problème technique, le problème est un problème politique. Et ça, c'est important de le savoir, parce que la question, elle est politique. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur la science. Et je fais un mot là-dessus, parce que des fois, je suis assez inquiète sur le rapport à la science, hein, donc je le dis tout de go. Je pense que sur la science, il faut qu'on passe de l'idée que la science serait... Comment dire, qu'on est contre la science, que la science, elle nous apporterait des solutions dangereuses, etc. Je pense qu'il faut changer de ça et passer à une logique où la science qui lutte contre la nature, enfin celle-ci, a une science qui travaille avec elle. C'est-à-dire qu'il faut que la science soit un atout pour justement aborder ce changement climatique. Et je crois que c'est tout à fait absolument possible. Et donc partant de là, une fois qu'on a dit que c'était une question politique, eh bien on voit le défi qui est devant nous. Parce qu'en raccordant cette question sociale et cette question écologique, qui permet de placer la vie et la lutte contre les inégalités au cœur du projet qui est moteur pour résoudre les grands défis de notre temps, eh bien pour le faire, on a besoin d'une force politique qui grandisse. Et cette force politique, on est, je crois, en train d'assister à une forme de refondation très importante dans un champ politique qui est très polarisé, et c'est la nouveauté. Et c'est la nouveauté, parce qu'avant on avait l'habitude d'une droite classique, d'une gauche classique, les deux ont été atomisés, et on a maintenant une extrême droite, une extrême centre, et la NUPES. C'est les trois pôles. Et ces trois pôles, ils sont un peu à touche-touche. Hein. Il y en a un qui gouverne, il y en a un qui a, semble-t-il, une longueur d'avance, et puis il y a nous qui avons fait irruption dans le champ politique. Et moi je ressens une gravité, Alexis en a parlé, mais je veux dire une gravité du moment, parce que la course de vitesse qu'on a avec l'extrême droite, on a intérêt à la gagner. On a intérêt à la gagner. Vous l'avez gagné ici, et je veux encore saluer ce que vous avez réussi, parce que il fait des leçons à la France Insoumise et à la NUPES, mais enfin, il n'y a qu'à voir son bilan. C'est-à-dire que le bilan, une fois qu'ils ont bien tout détruit avec la Hollandie à gauche, c'est un bilan dans lequel il y a un terreau pour l'extrême droite. Et vous en savez quelque chose de ce terreau-là. Et si ce n'est pas nous qui prenons la main, alors le pire peut advenir. Voilà. Donc il faut à la fois rester campé sur notre capacité, nous, à incarner la colère, à incarner un projet de transformation en profondeur. Ça, c'est ce qui peut permettre de regagner les cœurs et les esprits dans notre pays, et en même temps avoir cet esprit de rassemblement qui est indispensable, parce que sans cet esprit de rassemblement, alors nous ne pouvons pas gagner dans le pays, et nous ne pouvons pas gagner cette course de vitesse face à l'extrême droite et face à la majorité. C'est ça notre tâche. Et je terminerai sur cette tâche parce que je pense que chacune et chacun doit être animé par cette responsabilité. Je veux dire, c'est pas juste les chefs qui vont trouver une solution géniale, un mécano, une communication exemplaire. C'est parce qu'il y aura un mouvement de fond populaire que nous serons alors capables de damer le pion à l'extrême droite et de mettre fin à cet extrême centre. C'est ça notre enjeu. Et pour réussir cet enjeu, il faut être porteur de colère, mais je crois qu'il faut être aussi porteur d'espérance. Et je terminerai sur ce mot d'espérance avec les termes de Jean Jaurès. Oui, ce que nous avons à faire, c'est de rallumer les soleils.
Juste que je vais faire discuter. Si je le fais pas, vous avez quand même un camarade, un bonjour de Mathias Tavel. Qui est ce soir pour la PPL sur les énergies renouvelables. Donc du coup, qui ne pouvait pas être là ce soir. Nous allons pouvoir poursuivre les échanges autour d'un petit verre à boire et aussi une table avec Lily, d'Alexis et de Clémentine. Alexis, je te donne rendez-vous le 4 février, parce qu'on compte bien poursuivre les commémorations pour le Vassal. La République nous est chère et il ne faut pas qu'on ait honte de nos symboles et qu'on en soit fiers. On ne peut pas partir sans finir par la Marseillaise. Je ne sais pas si la lance. C'est une musique. Ah bah non, il y a la musique. On fait un capella. C'est un capella. Allons, Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans